Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guy Fegerazzi, je suis un chercheur en épidémiologie dans un centre de recherche qui s'appelle le Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, qui est une unité INSERM et Université Paris-Sud qui est basée dans le sud de Paris. Donc mon propos aujourd'hui tourne autour de l'évolution de l'épidémiologie et comment ce domaine est impacté par l'arrivée du numérique et du digital et en particulier les objets connectés et les réseaux sociaux. Mon travail au quotidien a deux grands axes. C'est un, le développement scientifique d'une e-cohort, donc ça je vous en reparlerai plus particulièrement par la suite, et justement qui va intégrer des données d'objets connectés. Et mon autre partie du temps se porte sur le développement de l'épidémiologie du diabète et des complications. Donc ces deux aspects-là vont intervenir au cours de ma présentation. Donc la première chose que je voulais mentionner sur cette thématique-là, pour bien comprendre l'impact que peuvent avoir les nouvelles technologies dans la science qui est l'épidémiologie, ce que je vous propose, c'est un peu notre manière de penser dans notre équipe, c'est de considérer le numérique comme un nouvel omic, le omic digital. Vous avez certainement connu ces 20 dernières années l'avènement de la génomique, l'épigénomique, la protéomique, etc. Donc tous ces omics ont profondément modifié la recherche médicale. Nous, notre postulat, ce qu'on propose, c'est de dire que toutes les données qui sont générées par un individu au cours de sa vie par les smartphones, les nouvelles technologies, les objets connectés, les réseaux sociaux, etc., tout ça constitue finalement un omic en soi, que nous on appelle, j'appelle ça souvent le digitosome. Et donc l'intégrer comme ça dans la recherche médicale, ça va ensuite, vous allez le voir dans ma présentation, avoir un certain nombre d'impacts sur la manière de faire de l'épidémiologie. Donc pour bien comprendre comment ça impacte notre domaine de recherche, je vous propose de revenir un peu en arrière et de voir ce qu'on fait aujourd'hui et de voir comment est née l'épidémiologie et surtout les études de cohorte. Évidemment, quand on veut lancer une étude épidémiologique, on a différents besoins. Le premier, c'est de maximiser le recrutement et limiter l'attrition. On veut suivre le plus grand nombre de personnes le plus longtemps possible. On veut collecter des données de bonne qualité sur des maladies et des expositions d'intérêt. Et évidemment, il y a des contraintes logistiques et financières. On veut optimiser les coûts d'analyse et de traitement de ces données. Vous le savez certainement, mais en épidémiologie, le gold standard, l'étude de référence, c'est un design de cohorte. Donc c'est des personnes, une population qu'on suit de manière prospective dans le temps et si possible sur une longue période. Donc c'est avec ce design-là que je vais donner différents exemples dans ma présentation. Et si on essaye de revenir en arrière, finalement, avant la e-santé, avant le numérique et le big data, même si l'épidémiologie, on en retrouve des traces depuis la Grèce antique, les cohortes, finalement, c'est un objet d'étude qui est assez récent. Ça date des années 1940-1950. Une des premières études de grande qualité, c'était l'étude Framingham sur la santé cardiovasculaire aux États-Unis, qui a commencé en 1948 et qui est toujours en cours d'ailleurs avec différentes versions. Il y avait des études sur les survivants des bombes atomiques au Japon dans les années 50, et c'est vraiment deux exemples caractéristiques des premières études de cohortes qui ont vu le jour. Ensuite, on a vécu une deuxième grande avancée dans ce domaine avec l'arrivée des grandes cohortes dans les années 70, et notamment une des plus connues, c'est l'étude de la NURSE, qui suit des infirmières aux États-Unis et qui s'intéressait à la santé des femmes, notamment initialement aux risques liés à la prise de pilules, mais aujourd'hui sur plein d'autres thématiques aussi. Et si on essaie de donner un troisième grand pilier, c'est au début des années 90. On a vu arriver une nouvelle vague d'études, et cette fois-ci à grande échelle. En 1970, c'était des dizaines de milliers de personnes qu'on suivait. Là, en 1990, on est passé à des centaines, voire des millions de personnes qui sont suivies dans ces études de cohorte, notamment la Million Women Study en Angleterre, qui s'intéresse à la santé des femmes, du coup de plus de millions de femmes. Et en France, on a en 90 initié une grande étude sur laquelle j'ai la chance de travailler au quotidien pour développer ma recherche sur le diabète, qui s'appelle l'étude E3N, qui est une des plus grandes études de cohorte sur la santé des femmes dans le monde, et je vais vous en reparler un peu plus précisément. L'étude E3N, initialement, elle s'intéressait aux facteurs de risque de cancer du sein. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que des femmes d'ailleurs dans cette étude de cohorte. Et elle comporte environ 100 000 femmes qui sont suivies maintenant depuis 27 ans, donc c'est une source d'information considérable. Elles sont suivies par auto-questionnaire tous les 2 à 3 ans, depuis 1990, et ça a permis de faire avancer énormément l'identification de facteurs de risque sur les principales maladies chroniques chez les femmes, évidemment dans le domaine du cancer, dans le diabète et d'autres maladies chroniques, avec notamment l'influence des facteurs nutritionnels, des facteurs hormonaux, des facteurs pharmaco-épidémiologiques également.
Mais ce que je voulais mentionner aussi dans ce diapo, c'est que même si l'étude a commencé en 1990, vous le voyez sur le graphe qui répertorie le nombre de publications issues de l'étude de 3N, on a vraiment commencé à publier sur ces données qu'à partir des débuts des années 2000, donc 10 ans après le début de la cohorte. Et vous voyez que ça monte de manière linéaire jusqu'à aujourd'hui, et on est quasiment à plus de 800 publications aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, une vue d'ensemble rapide de ce que sont les cohortes aujourd'hui et ce qu'elles étaient il y a encore une dizaine d'années, voilà un exemple de toutes les données qu'on peut collecter sur une cohorte comme E3N, avec depuis 1990 tout un tas d'informations sur le mode de vie, l'état de santé, les traitements, la nutrition, l'obésité, etc. Donc tous ces facteurs sont collectés de manière prospective. Mais pour collecter toutes ces informations, en fait, les femmes ont été, donc comme je l'ai dit, questionnées par questionnaire papier. Et en fait, c'est un travail considérable pour l'acquisition des données. Donc c'est un vrai enjeu technique. Et alors même si on n'est pas encore dans le numérique et la e-santé, l'étude de 3N était déjà pionnière en termes de recueil de données dans les années 90, puisque ça a été une des premières à utiliser ce qu'on appelle des scanners optiques pour numériser des questionnaires papier. Vous voyez sur les photos qu'il y a sur cette diapo que quand on envoie un questionnaire et que les femmes nous les retournent, on a des quantités, des volumes de papier à traiter considérables, puisqu'on suit 100 000 femmes. Et donc il y a tout un système technique de reconnaissance de caractère, de vidéocodage qui a été mis en place. Mais finalement, ça permet de gérer une masse de données déjà importante. Alors je ne sais pas si on peut déjà parler de big data, mais en tout cas, on a des volumes considérables sur ces 100 000 femmes depuis 27 ans. Et ce qui est important de noter dans cette démarche-là, c'est que la production de connaissances avec ce type d'études, c'est un processus qui est long. Ça nécessite énormément de temps. On considère dans l'équipe que quand on envoie un questionnaire aux participants de l'étude, il faut compter environ 3 ans avant qu'il soit mis à disposition auprès des chercheurs. Donc c'est très long. Et ça nécessite évidemment de nombreuses ressources humaines et un budget conséquent. Donc la question que moi je pose aujourd'hui, c'est comment faire mieux, comment faire plus vite, et si possible avec des données de bonne qualité. Donc c'est là qu'on va voir comment le numérique et les données du digital impactent notre quotidien. Donc c'est ce que je vais vous montrer par la suite avec l'exemple qu'on a développé dans notre équipe également, qui est la suite de l'étude E3N, qui est une étude E4N, avec le développement de ce que nous on appelle l'épidémiologie 3.0, l'épidémiologie connectée ou la e-épidémiologie. E4N, c'est une étude prospective qui va prendre le relais de l'étude E3N qui existe depuis 27 ans. C'est une cohorte familiale, c'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs générations de même famille, et ça a été une étude qui a été sélectionnée comme investissement d'avenir par l'ANR en 2011. Et le design est le suivant. On est parti des fameux 3N, qui sont donc suivis depuis 1990, et à partir d'elles, on va recruter leurs enfants, leurs petits-enfants, pour les générations 2 et 3, et également les pères biologiques de leurs enfants. Donc ça va constituer 3 générations, et on va recruter à terme plus de 150 000 participants, où on va pouvoir étudier leur santé. Ce qui est important de noter sur le design et le mode de recueil de cette cohorte, c'est que la première génération, qui est historiquement suivie par questionnaire papier, eux, on ne va pas leur modifier leur mode de collecte d'informations. Par contre, les générations 2 et 3 vont être des e-cohortes, c'est-à-dire qu'on va les interroger et les suivre uniquement en ligne, avec des outils numériques. Comme c'est une étude de cohorte familiale et qu'on va étudier des aspects génétiques et épigénétiques, on a collecté ou on va collecter un échantillon de salive pour tous les participants de cette étude. Et voilà, à titre d'exemple, quelques thématiques qu'on va pouvoir développer sur une cohorte comme E4N, avec des aspects transgénérationnels, du coup, pour étudier l'hérédité, la transmission des déterminants de santé, des expertises sur les expositions, on va essayer notamment avec les nouveaux outils numériques de mieux caractériser le mode de vie, étudier des aspects sur la mobilité socio-économique à travers les générations, et un axe qui est à part, complètement dédié à la méthodologie et la collecte d'informations en épidémiologie avec les nouvelles technologies. Donc c'est un axe de recherche que je porte et qui s'intéresse à comment intégrer les objets connectés, les réseaux sociaux en épidémiologie pour collecter de l'information pertinente. Donc le cœur de cette recherche finalement est basé sur un outil technique qui est notre plateforme web, qui va servir au suivi et à la collecte d'informations de ces participants. Et il faut vraiment l'envisager comme un hub, c'est-à-dire qu'au même endroit, physiquement, dans des serveurs qui sont localisés à Villejuif, on va
collecter des informations de diverses sources. On va suivre les participants par questionnaire en ligne, par formulaire. On va aussi pouvoir avoir la capacité de leur envoyer des questionnaires par SMS. Et eux-mêmes, les participants, vont pouvoir de manière très ludique répondre instantanément à un texto. Et la donnée va être stockée au même titre que n'importe quel questionnaire. Donc ça, c'est aussi un outil qui peut être utile pour certains types de questions. On va également apparier et collecter des informations issues des smartphones des participants. Des données biologiques, on constitue une grande biobanque avec pour l'instant de la salive, mais à terme des prélèvements de sang, et également des données médico-administratives. En France, on a la chance de disposer d'une grande base de données qui s'appelle le SNIRAM, pour lequel on va collecter tous les actes de soins en ville et à l'hôpital avec cette base médico-administrative, et tout ça va être apparié aux données collectées par ailleurs. Donc voilà comment on essaye d'envisager aujourd'hui la collecte d'informations avec les outils numériques. Et c'est un vrai changement de paradigme par rapport aux cohortes, par exemple comme E3N, où il y avait vraiment des sources d'informations très variées. La plateforme, en fait, quand je dis qu'on va changer de paradigme, c'est que historiquement, on envoyait des longs questionnaires, tous les 2 à 3 ans, qui étaient très lourds à remplir et qui n'étaient pas forcément adaptés aujourd'hui à un mode de vie moderne. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt que de faire des longs questionnaires tous les 2 à 3 ans, faire des plus petits questionnaires en ligne, de manière plus spontanée et qui permettent de suivre un peu plus finement l'état de santé des participants. Et c'est une plateforme qui va permettre de répondre sur un ordinateur, une tablette, un smartphone, donc vraiment adapté au mode de vie moderne. Et ça permet également la synchronisation avec des objets connectés. Pour l'instant, on a 2 partenaires qui sont Nokia et Visiomed, mais il y en aura d'autres plus tard, et je vous montrerai quelques exemples par la suite. Justement ces exemples, ils sont de 2 natures. La première, c'est une étude observationnelle, mais avant de rentrer dans le détail de cette étude observationnelle avec des objets connectés, je voulais m'arrêter sur cette citation qui est issue d'un papier dans le JAMA en 2015 sur l'impact des objets connectés pour suivre l'état de santé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les objets connectés ne sont que des facilitateurs au changement de comportement, et pas forcément moteur. Ça ne reste que des outils, il faut bien les considérer comme ça. Il y a certaines personnes qui pensent que ça va révolutionner la recherche médicale ou la prévention. Il faut être, à mon avis, très, très mesuré et ne considérer ces outils que comme des outils de collecte ou des facilitateurs au changement de comportement. Donc un premier exemple que je voulais vous mentionner sur l'utilisation des objets connectés dans des cohortes comme E4N, c'est celui-ci, qui porte sur une étude observationnelle sur l'utilisation en vie réelle. Donc c'est-à-dire que c'est purement observationnel, on ne va pas intervenir sur ni donner de consignes aux participants, on va les équiper avec un bracelet connecté, vous le voyez à l'image. C'est un bracelet qui permet de collecter de l'information sur l'activité physique, le nombre de pas, le sommeil, et qui a la particularité d'avoir une batterie très longue, donc il n'y a pas de problème d'oubli ou de perte de données liées à une batterie défectueuse. Donc ce recueil il va fonctionner de la manière suivante, on va les offrir aux participants E4N et on va leur demander de le porter pendant 1 an et le plus longtemps possible. Et ensuite on ne va pas leur donner de consignes. Ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est d'identifier un peu les typologies d'utilisation des objets connectés en vie réelle. Qui sont les personnes qui vont les utiliser de manière assidue, continue, tous les jours, le jour, la nuit, etc. Qui au contraire au bout d'une semaine va arrêter de les porter. Ça c'est très important pour nous ensuite pour imaginer développer des études à plus grande échelle pour mieux comprendre les usages en vie réelle liés aux objets connectés. Donc ça c'est la première étude qui est en collaboration avec le HESP et l'ICANN à Paris. Cette étude en question, elle va démarrer mi-2018, donc j'ai pas encore de résultats particuliers à vous donner. Par contre, comme on a mis en place ce partenariat avec Nokia, qui était anciennement la société Withings, on a déjà pu avoir accès à leurs données, qui sont issues de bracelets et d'objets connectés similaires à ceux qu'on va équiper dans le 4N. Et on a fait un travail sur les déterminants d'un mauvais sommeil ou d'un sommeil court à partir des données d'objets connectés. Donc c'est un travail qui a été publié récemment dans le JMIR. Et on a travaillé sur un peu moins de 16 000 individus, principalement des hommes, qui étaient hyper connectés. Ils avaient à la fois un bracelet connecté, une balance ou des informations sur leur poids, et un tensiomètre. Donc grâce à ça, on a été capable d'identifier des déterminants associés à un mauvais sommeil. Donc les résultats sont sur la diapo suivante.
Et ce qu'on peut remarquer, c'est que grâce aux outils connectés qu'on a mis en place, on a pu voir par exemple que les personnes qui avaient un poids élevé avaient plus de risques d'avoir un mauvais sommeil. On a montré également que ceux qui avaient une fréquence cardiaque élevée par rapport à ceux qui avaient une fréquence cardiaque faible étaient à sur-risque d'avoir un sommeil total inférieur à 6 heures, qui est souvent le seuil qu'on choisit dans les études sur le sommeil. Par contre, on s'était interrogé sur le lien entre l'activité physique, qui est un proxy qu'on a utilisé le nombre de pas, et la qualité du sommeil. Mais finalement, dans cette étude-là, sur cette population, on n'a pas mis en évidence de relations particulières. Voilà en gros un exemple qui permet d'illustrer comment on peut utiliser de manière très simple les données d'objets connectés. On a des informations très détaillées, en quasi continu, sur le mode de vie, l'activité physique et le sommeil des utilisateurs. Et donc on va être capable de mieux caractériser le mode de vie. Un autre exemple que je voulais vous mentionner dans cette présentation, c'est aussi l'intérêt des e-cohorts pour passer de l'observation à l'intervention. Les objets d'études que sont les e-cohorts vont aussi servir de réservoir à la mise en place d'études d'intervention nichées dans ces cohortes. Et c'est exactement le projet qu'on a mis en place, qui va également commencer en 2018, sur l'évaluation de l'impact de l'utilisation d'objets et dispositifs médicaux connectés dans la prévention primaire, donc avant que le diabète arrive, et en prévention tertiaire. C'est chez des gens qui ont un diabète de type 2, comment prévenir les complications et améliorer la qualité de vie. Donc ça, c'est un projet qui a été développé avec la société Visiomed et qui du coup, va être une vraie étude d'intervention. C'est-à-dire qu'on va randomiser, on va faire 2 groupes. Dans la population générale, on va randomiser l'utilisation des objets connectés. Dans un groupe, on va équiper les participants avec des bracelets connectés pour mesurer l'activité physique, le sommeil. Et dans un groupe contrôle, on va simplement leur donner les recommandations de prévention usuelles. Et on va faire la même chose dans un groupe de patients diabétiques, où là, cette fois-ci, on va les équiper d'un tracker, d'une balance, mais aussi de glucomètres connectés pour suivre l'équilibre glycémique. Et on va les suivre sur 1 an. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment l'impact de ces objets connectés va ressurgir sur leur qualité de vie, sur l'évolution du stress, du mode de vie, de la santé perçue au bout d'1 an. Donc ça, c'est un projet qui va également démarrer. Donc le message principal à retenir ici, c'est que les cohortes peuvent aussi servir à faire des études d'intervention. La deuxième partie de mon exposé, donc dans le titre, je vous avais mentionné les objets connectés et les réseaux sociaux. Bah là, je vais parler plus précisément des réseaux sociaux. Comment on peut intégrer les données qui sont générées par les réseaux sociaux dans des études épidémiologiques? Et plutôt que de théoriser, j'ai choisi de vous présenter le projet que je porte, qui s'intéresse à la détresse liée au diabète partout dans le monde et qui se sert de données issues de réseaux sociaux. Le diabète, je pense que vous êtes tous sensibilisés par ce sujet-là. Évidemment, il y a une épidémie considérable aujourd'hui, mais qui n'est pas près de s'arrêter, puisqu'on prévoit une explosion du nombre de cas de diabète à l'horizon 2040, qui va arriver jusqu'à 642 millions de personnes diabétiques dans le monde. Par exemple, si on regarde les données en Afrique, on a plus d'un doublement du nombre de cas de diabète de type 1 et type 2 confondus entre 2015 et 2040. Donc vraiment une explosion de cette épidémie. Et ça a aussi un impact économique, puisque les dépenses de santé liées au traitement du diabète vont elles aussi exploser dans les années qui viennent. Et un chiffre que j'aime bien présenter, puisque c'est assez significatif, c'est qu'il y a une personne qui meurt du diabète dans le monde toutes les 6 secondes, ce qui représente 5 millions de morts par an. Donc voilà le contexte. Et finalement aujourd'hui, quand on a un diabète de type 2 ou un diabète de type 1, on peut avoir une vie quasi normale si il est bien équilibré, s'il est bien suivi, s'il y a du soutien des professionnels de santé, des soutiens familiaux, et qu'on a un mode de vie sain. Le problème, c'est que si on fait pas ça, le diabète peut avoir des complications sérieuses et un risque de décès prématuré. Et souvent, le parent pauvre de la recherche sur le diabète, c'est souvent les facteurs psychologiques.
par rapport à ce qu'on peut connaître sur les traitements du diabète ou bien sur le mode de vie. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans ce projet-là, c'est de combler un peu le manque de connaissances sur les facteurs psychologiques et comment ils influent sur la santé et la qualité de vie des patients diabétiques. Et un des facteurs psychologiques principaux dans le diabète, c'est ce qu'on appelle la détresse liée au diabète. Donc ça, rapidement, pour vous situer le contexte, qu'est-ce que c'est la détresse liée au diabète? C'est tous les facteurs psychologiques qu'on peut regrouper, donc le fardeau émotionnel lié à la maladie, le stress, l'anxiété, qui sont liés à la gestion du diabète au quotidien, que ce soit la gestion de son alimentation, l'adaptation de son activité physique, ses traitements, etc. La crainte des hypoglycémies, la peur des complications, tout ça peut être regroupé sous le concept de détresse liée au diabète. Et c'est un facteur qui est de plus en plus reconnu comme étant associé à une mauvaise qualité de vie, un risque accru de dépression, et même à des déséquilibres glycémiques, donc des HbA1c élevés par exemple, et un surrisque de complications. Et ce qui est de plus en plus reconnu, c'est que c'est un facteur de risque indépendant des autres. Donc, à contrario, même si on a un bon équilibre glycémique et qu'on a des facteurs psychologiques liés à la détresse liée au diabète, on peut avoir des surrisques de complications. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien les déterminants et vraiment les effets à long terme de cette détresse. C'est un concept qui a émergé dans les années 90, donc ça je vais passer très brièvement, mais en gros on estime qu'il y a un quart des patients diabétiques qui vont à un moment donné de leur vie avoir un niveau significatif de ce qu'on peut caractériser par la détresse liée au diabète. Le problème aujourd'hui, c'est que pour mesurer ce genre de concept, la détresse liée au diabète, on utilise des échelles de mesure. Il y en a 6 à 10 qui sont reconnues dans la littérature, selon les situations. Mais il y en a principalement deux. Il y a la PAID, Problem Areas in Diabetes, et la DDS, Diabetes Distress Scale, qui sont utilisées aujourd'hui pour évaluer la détresse liée au diabète. Le problème, c'est que ces échelles, elles sont fermées dans un premier temps, c'est-à-dire que là, je vous présente la PAID, c'est 20 items qui sont auto-rapportés et souvent face à face avec le professionnel de santé. Et ça a énormément de limites. D'une part, il y a des traits de la détresse liée au diabète qui ne sont pas présents, qui ne sont pas mesurés par ces échelles. Je peux citer notamment un problème récent, c'est qu'il y a des problèmes liés au coût. Et il y a énormément de personnes qui ne peuvent plus se soigner quand ils sont diabétiques parce que le coût de l'insuline, par exemple, a explosé ces dernières années. Donc ça génère énormément de stress, mais c'est des informations qui sont mal captées par les échelles actuelles. Et il y a aussi des biais de désirabilité et des effets de déni aussi lorsqu'on remplit une échelle comme celle-là avec son clinicien et on a envie c'est ce que j'appelle le Make My Doctor Happy Effect, c'est-à-dire qu'on a envie de faire plaisir à son praticien. Donc il y a des réponses qui peuvent être biaisées. Donc face à ça, face à cette situation actuelle de la littérature et des connaissances sur les facteurs psychologiques et la détresse liée au diabète, nous ce qu'on a proposé, l'approche que je suggère, c'est de changer complètement de paradigme et d'utiliser les réseaux sociaux comme source d'information primaire pour mieux comprendre les déterminants de la détresse liée au diabète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça d'emblée partout dans le monde, donc vraiment faire une étude mondiale sur la détresse liée au diabète, en utilisant ce que j'ai appelé en introduction le digitosome, et en particulier les données des réseaux sociaux. Comment on va faire? Eh ben, ce que j'ai suggéré, c'est allons utiliser Twitter. Donc je pense que tout le monde connaît Twitter, c'est un des principaux réseaux dans le monde. Et alors si on me demande pourquoi Twitter, moi je réponds en général parce que Twitter. Twitter a énormément d'avantages. Déjà, c'est qu'il y a une énorme communauté, puisqu'il y a 313 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde qui utilisent Twitter. Et c'est des données qui sont disponibles quasiment partout dans le monde avec des données publiques. Donc, par défaut, lorsqu'on se crée un compte sur Twitter, tout ce qu'on poste sur Twitter, ce sont des données publiques qu'on peut ensuite récupérer pour faire des analyses. C'est que si on le souhaite qu'on peut paramétrer un compte comme privé. Et vous voyez les langues sur Twitter sur cette diapo, il y a une couverture quasi exhaustive du globe sur, sur Twitter. Donc voilà la source d'information qu'on va utiliser, mais alors qu'est-ce qu'on va faire plus précisément avec ces données? En fait, on va bénéficier d'un effet de communauté. Les patients diabétiques type 1 et type 2 sont très présents sur ces réseaux sociaux, ils échangent énormément sur leur pathologie, et là je vous ai mis quelques exemples, des captures d'écran, ça représente, je sais pas, peut-être 1 minute du temps de Twitter, des gens qui partagent leurs inquiétudes, leurs joies, leurs tristesses liées à la maladie, leurs craintes. Et donc tout ça, c'est des données qu'il faut absolument capitaliser puisque elles contiennent énormément d'informations riches
et qui ne sont pas disponibles dans un contexte clinique. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de relation patient-médecin. Il y a simplement une communauté de patients diabétiques qui échangent sur leurs problématiques au quotidien. Donc c'est cette information-là qu'on va exploiter. Et on va le faire en 3 temps. La première phase, qui est actuellement en cours, et je vous donnerai des résultats juste après, c'est de collecter des tweets qui sont liés au diabète partout dans le monde. Alors pour l'instant, on ne peut pas faire toutes les langues, on fait en anglais, français et espagnol. Et on va analyser, avec des méthodes de text mining, on va étudier des profils de détresse liés au diabète, et ensuite étudier les déterminants, notamment socio-économiques, associés à ces profils. La deuxième, c'est qu'on va créer une e-cohorte à partir des patients diabétiques identifiés sur Twitter, à partir d'un moteur de recrutement qui va être un chatbot. On va utiliser un chatbot. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un chatbot, c'est un programme qui permet d'interagir de manière automatique avec un participant ou un patient en ligne et qui va pouvoir collecter de l'information. Et donc finalement, on va pouvoir simuler, on va créer une e-cohorte mondiale via Twitter pour suivre ces patients diabétiques. Et l'intérêt de cette deuxième phase, c'est évidemment d'aller un peu plus loin que le descriptif de la première phase, en collectant des informations contextuelles sur la pathologie pour ensuite faire de l'épidémiologie, d'identification de facteurs de risque ou de marqueurs de risque. Et la troisième phase, c'est le développement d'une plateforme web, là encore, où on va pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, donc ça sera une sous-partie des participants de la cohorte, on va pouvoir, s'ils le souhaitent, apparier leurs données d'objets et de dispositifs médicaux connectés. Donc typiquement, les patients diabétiques sont très fréquemment suivis avec un glucomètre ou un tensiomètre connecté. Et donc ça, c'est des données qu'on va pouvoir appareiller sur cette plateforme. Et donc sur cette sous-ensemble, on aura à la fois des données issues des réseaux sociaux, des données contextuelles sur la pathologie et des informations très détaillées via les objets et dispositifs médicaux. Donc tout ça va nous donner une source d'informations très riche qu'il va falloir ensuite traiter pour identifier des marqueurs de risque de complications liées au diabète. Donc si j'essaie de résumer vraiment de manière très synthétique l'intérêt des réseaux sociaux, c'est qu'on va pouvoir collecter de manière quasi continue énormément d'informations, des données brutes sur Twitter, qu'il va falloir ensuite nettoyer, préparer, filtrer. Il y a énormément de travail de nettoyage de données qui est nécessaire. Avant de les analyser, avant de faire l'identification de profils, alors il y a des méthodes qui sont du domaine de l'intelligence artificielle pour faire de la classification, alors supervisée ou non supervisée, pour identifier des profils de détresse liés au diabète, et également des méthodes issues du text mining pour essayer de comprendre les différents profils de détresse liés au diabète. Et donc tout ça, après ce nettoyage et après ces analyses, ça va donner de l'information à valeur ajoutée qui va être utilisable à des fins de recherche médicale. Et donc cette approche-là, d'aller chercher dans de l'information disponible fournie par énormément d'individus sur des données qui ne sont pas forcément créées au départ à des fins de recherche, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, curer de l'information partout dans le monde, et on va identifier ensuite de l'information utile pour faire de la recherche médicale, et dans ce contexte-là sur le diabète. Donc ça, c'est une diapo qui synthétise un peu les méthodologies qu'on va pouvoir utiliser dans ce type de projet. Il y a du text mining, il y a du machine ou du deep learning, il y a énormément de problématiques de visualisation de données, parce que quand on a toute cette information collectée, il faut évidemment ensuite la synthétiser et la partager. Donc il y a des questions et des méthodologies de visualisation qui sont très importantes. Et évidemment, on va pouvoir aussi appliquer tout un tas de méthodologies classiques en statistique, en épidémiologie, et voire même en sociologie aussi pour les aspects socio-économiques notamment. Je l'ai mentionné tout à l'heure, l'intérêt aussi du numérique, c'est de pouvoir aller au-delà des objets connectés seuls ou des réseaux sociaux seuls. L'intérêt, c'est quand on va mutualiser les sources d'informations sur une même population, collecter différentes sources. Et donc c'est ce qu'on va faire avec le chatbot qui va interagir avec les participants et également avec les objets connectés pour avoir de l'information très fine sur le mode de vie. Et un point qui est mentionné tout en bas de cette diapo, c'est qu'on a une approche open, c'est-à-dire que certaines bases de données, les algorithmes, les moteurs d'extraction des tweets, le chatbot, tout ça, ça va être des programmes, de la méthodologie qui va être mise à disposition de manière libre
dans une plateforme, et donc tout le monde va pouvoir se l'approprier, la réadapter, éventuellement l'adapter à un autre contexte que le diabète, et pourquoi pas aller suivre des patients atteints d'une maladie rénale, ou aller suivre des patients en rémission d'un cancer. Donc voilà, c'est vraiment une mentalité aussi qui est en train de changer dans le monde de l'épidémiologie, c'est de se tourner petit à petit vers plus d'open data. Cette plateforme Open Data, finalement, elle aura trois grandes parties. Les bases de données. Alors, tout ne peut pas être mis à disposition. Les données brutes de Twitter, par définition, on ne peut pas les repartager sur une plateforme, mais toutes les données qui vont être générées à partir des algorithmes vont pouvoir être mises à disposition. En revanche, tous les algorithmes, les programmes qui vont être développés dans ce projet-là seront mis à disposition entièrement. Et donc tout ça, ça a pour objectif de créer une communauté de patients, de chercheurs, de médecins, de personnes, de data scientists qui sont intéressés par la thématique du diabète et ses complications. Et donc cette plateforme va permettre de fédérer un peu ce monde-là autour de cette thématique de la détresse liée au diabète. Les publications seront en open access. Vraiment, il y a un changement profond de philosophie de l'approche de ce projet épidémiologique. Et voilà, pour synthétiser un schéma conceptuel, donc si je reprends avec vous le schéma, on aura des données environnementales, des données issues du digitosome, donc les réseaux sociaux, les objets connectés, le chatbot, qui vont permettre de capter des informations sur les facteurs psychologiques, mais aussi sur le mode de vie. Et tout ça, on va essayer de le relier à l'état de santé, donc des marqueurs biologiques du diabète, ou alors au risque de complications ou à la qualité de vie. Et toutes ces informations-là vont être stockées dans une plateforme open qui va être à la disposition de tous. Quelques résultats, parce que ce projet a commencé mi-2017, donc il y a quelques résultats qui sont pour l'instant disponibles. Et pour vous donner un ordre de grandeur de la volumétrie des données qu'on collecte, chaque semaine, depuis mai 2017, on collecte plus de 100 000 tweets qui sont liés au diabète partout dans le monde, en anglais, français et espagnol. Et vous voyez sur la carte, plus c'est foncé, plus on collecte de tweets. Donc évidemment, aux États-Unis, où Twitter est très présent, on collecte plus d'informations, mais on couvre finalement quasiment tout le globe. Et ça, c'est uniquement sur les 3 premières semaines. Donc la carte a été faite sur 300 000 tweets environ. Donc aujourd'hui, on en est à plus de 5 millions, puisque ça fait un peu moins d'un an. On est à quasiment 5 millions de tweets qui sont analysables par an. Et donc vous voyez bien la quantité et le volume de données qu'il faudra gérer. Et le deuxième résultat que je voulais vous mentionner, c'est celui-ci, c'est que on a mené, pareil, sur les 3 premières semaines de collecte, une étude pilote, très simple, où on a utilisé un algorithme d'analyse de sentiments. C'est-à-dire qu'on a regardé tous les tweets qui étaient liés au diabète, et on a, par l'algorithme qu'on a utilisé, classé, scoré, selon que le message était plutôt positif, plutôt neutre ou plutôt négatif. Donc sur ce graphique, vous avez à gauche les tweets, les hashtags qui sont positifs, et à droite ceux qui sont négatifs. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que les patients diabétiques de type 1, qui sont les hashtags qui sont ici en orange, sont ceux qui sont les plus négatifs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit bien dans la pratique courante, c'est que les patients diabétiques de type 1, qui sont généralement plus jeunes, ont plus de mal à vivre leur diabète au quotidien. Donc les messages qu'ils postent sur les réseaux sociaux sont plus négatifs. Au contraire, les diabétiques de type 2, eh ben, là, c'est plutôt positif. Et le dernier résultat qu'on a mis en évidence, qui était assez symptomatique de la période de collecte de données, c'est qu'en avril 2017, la France a autorisé le remboursement du Freestyle Libre, qui est un lecteur de glucose en continu connecté. Et ça a été particulièrement bien reçu par la communauté des patients diabétiques, que ce soit type 1, mais bientôt aussi le type 2. Et donc, sur les réseaux sociaux, on a pu capter cette information-là, on a pu capter ce phénomène. Énormément de gens se sont réjouis de l'arrivée du freestyle libre pour leur quotidien. Donc voilà un exemple très concret de ce qu'on peut faire à partir des réseaux sociaux pour suivre un peu l'état de santé des patients diabétiques partout dans le monde. Donc si j'essaye de résumer cette approche, c'est que ça permet de mieux comprendre la détresse liée au diabète avec une information qui est complémentaire de ce qu'on peut faire dans un environnement clinique. Ça ne viendra jamais remplacer ce qu'on peut faire par un clinicien, ça c'est clair. Mais c'est des données qui sont complémentaires, qu'il faut essayer d'intégrer dans la recherche sur le diabète. Ça va permettre in fine de détecter des signaux faibles à partir de ces grandes masses de données.
peut-être qu'on n'aurait jamais identifié par ailleurs dans un contexte clinique. Et donc, in fine, ça va, on l'espère, améliorer la compréhension et ensuite le suivi de la maladie et la qualité de vie des patients diabétiques. Et ce qui est important aussi avec l'approche Big Data, c'est que ça permet de générer des nouvelles hypothèses de recherche auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé et qu'on va pouvoir ensuite tester dans un environnement un peu plus cadré, comme un environnement clinique ou de la recherche clinique. Ça, c'est un point également qui est fondamental. Donc en bref, cette étude sur le diabète, c'est la première étude qui est par définition mondiale. C'est pas un consortium, c'est une première étude où on va s'intéresser d'emblée à toute la santé mondiale des patients diabétiques. C'est une source d'information sans précédent, ça vous l'avez bien compris, et la méthodologie qui va être utilisée dans ce projet sur le chatbot, la collecte d'informations et la plateforme avec les objets et dispositifs médicaux connectés, ça c'est des méthodologies qui vont pouvoir ensuite être transférées à d'autres thématiques que le diabète. Donc vraiment ce qu'on essaye de faire ici par ce projet-là, c'est de développer la recherche médicale et l'épidémiologie de demain. Donc pour conclure ma présentation, je vais revenir volontairement sur ma première diapo, où je vous parlais du digitosome comme étant un omic à part entière. Et vraiment, j'espère que par les quelques exemples que je vous ai mentionnés dans cette présentation, je vous ai convaincu de l'intérêt d'intégrer le plus possible les objets connectés et les réseaux sociaux dans la recherche épidémiologique, puisque ça permet in fine de mieux caractériser le mode de vie sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le poids, des facteurs psychologiques, et ainsi on peut mieux contextualiser l'individu. La géolocalisation, les données environnementales, tout ça c'est des informations qu'on peut remonter à partir des nouvelles technologies. Et c'est un vrai changement profond de la manière de suivre des patients, par exemple diabétiques. Avant, un patient diabétique, quand il allait voir son médecin, il avait une ou deux mesures récentes de sa glycémie. Là, avec les nouvelles technologies, on va pouvoir avoir des trajectoires quasi continues de l'équilibre glycémique. On va pouvoir travailler sur la variabilité glycémique. Donc on va changer complètement de dimension sur la manière de caractériser le suivi des patients diabétiques. Quelques mots sur les technologies de demain, qui sont déjà existantes, mais qui sont encore très peu utilisées dans le domaine académique et la recherche médicale. Tout ce qui concerne la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, les serious games, les chatbots, j'en ai mentionné, mais finalement on n'est qu'au balbutiement aujourd'hui. Tous ces outils vont nous permettre de mieux designer nos études épidémiologiques, faire de la collecte d'informations ludiques, parfois passives. Les patients ou les participants vont pouvoir remonter de l'information sans s'en rendre compte. Il y a énormément de questions liées à l'éducation thérapeutique, à la littératie, donc les connaissances sur la santé, et des aspects de prévention évidemment qui vont pouvoir être abordés avec ces technologies. Le text mining, je l'ai mentionné, c'est des méthodologies qui existent depuis très longtemps, mais qui ont un regain d'intérêt, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations textuelles qu'on va pouvoir analyser. Ça vient des réseaux sociaux, ça vient des comptes rendus médicaux, et tout ça va être aujourd'hui de plus en plus intégré à la recherche médicale. Et tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, ça c'est vraiment un développement sans précédent qu'on connaît depuis quelques années, avec l'avènement du machine et deep learning pour faire de la prédiction ou de la classification, et ce qui revient encore à des questions d'analyse textuelle, de natural language processing pour interpréter de manière automatique et de manière pertinente ce que des personnes peuvent nous dire de manière textuelle. Et enfin, ça c'est plus un point de vue philosophique que je vous partage aujourd'hui, c'est sur l'intérêt de l'open data, ou l'open research data. Moi je suis convaincu que si la génétique a fait autant de progrès ces dernières années, c'est avant tout grâce au partage de données qui a été effectué entre les chercheurs, et donc il y a un vrai besoin aujourd'hui de mutualiser les sources d'informations et les données. Et donc ça va passer peut-être par une incitation à des financements de projets de recherche open data ou open source, à des partages ou à des mutualisations via des entrepôts d'algorithmes pour que quand on a un nouveau problème, on n'ait pas besoin de réinventer la roue et qu'on puisse s'appuyer sur un corpus existant d'algorithmes ou de méthodologies existantes. Et tout ça, ça va permettre de favoriser la reproductibilité des résultats de recherche qui est crucial aujourd'hui puisqu'il faut que ce soit reproductible. C'est un des éléments fondateurs de la recherche en santé. Et donc l'open data va permettre de contribuer à ça. Voilà, je vous remercie de votre attention.